bonjour à tous. Je suis Juliette de Gabory et je suis ravie d'être avec vous à midi là, pour partager donc, cette belle exposition. Et je suis en fait consultante et j'accompagne donc la Fondation EDF à ce titre hein, autour de l'exposition. Et ma spécialité, c'est la médiation culturelle. Je suis Isabelle Martin et je suis déléguée académique à l'éducation, aux médias d'information au rectorat de Bordeaux et co-rédactrice du dossier pédagogique Fake News, Art, Fiction, Mensonges. Voilà, le propos de notre séance, donc, c'est l'exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonges, qui sera présentée eh bien, le plus rapidement possible, on va dire, en fonction des directives gouvernementales, dans l'espace donc, de la Fondation EDF, dans le centre de Paris, à côté de Sèvres-Babylone. Donc c'est voilà, le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est cette exposition et le dossier pédagogique qui a été conçu donc, en partenariat avec le Clémy et le réseau donc Canopé, puisque c'est un sujet d'actualité, s'il en est, et que voilà, vous, enseignants, documentalistes, vous avez besoin en fait d'être outillés pour traiter au mieux de ce sujet avec vos classes. Donc c'est une exposition qui, à la fois, prendra la forme d'une exposition classique que vous pourrez visiter avec vos classes dans cet espace dont je vous parle, mais c'est aussi une exposition qui prendra la forme d'une exposition virtuelle que vous pourrez du coup consulter sur le site de la Fondation EDF. Et il y aura aussi un module itinérant, a priori, on est en train de travailler dessus. Vous pourrez, en lien avec votre coordonnateur pédagogique du Clémy, hein, en fonction donc, de votre région, vous pourrez donc du coup obtenir en fait cette exposition et la présenter au sein certainement de vos CDI. Voilà, donc c'est vraiment une exposition, on va dire, multiple, pour que vous puissiez voilà, tous en profiter le plus possible. Alors, les objectifs de notre webinaire. Aujourd'hui, on va dire qu'il y en a deux hein, principaux. D'abord, notre but, c'est que vous repartiez de cette séance avec une vision beaucoup plus claire de ce qu'est une fake news. Hein, au-delà un peu du côté parfois un petit peu marketing ou un peu événementiel ou qui brouille un peu hein, la définition de ce que c'est qu'une fake news. D'abord, pourquoi on utilise un terme anglais, quel est l'équivalent vraiment en français, qu'est-ce que ça recouvre. Ça, c'est vraiment notre premier axe. Et le deuxième axe, c'est en fait vous proposer une approche un petit peu différente de ce phénomène à travers l'art. Hein, et c'est vraiment la spécificité de l'exposition de la Fondation EDF, qui est vraiment d'aborder une question d'actualité, une question de société, mais par un prisme artistique, par l'image, par la création. Et donc, vous voyez, ça décale un peu l'approche. Et vous, je pense que dans vos classes et tout, ça va vous permettre aussi peut-être voilà, d'aborder les choses un peu différemment. Voilà pour nos deux objectifs principaux. On s'est, ça y est, on s'est présenté. Et peut-être, j'ai envie maintenant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter un petit peu l'organisation de cette exposition en 3 temps. Hein, donc, premier temps, la fabrication des fake news. Deuxième temps, leur diffusion. Et enfin, comment prévenir en fait hein, ce phénomène. Alors, on va faire à chaque fois un petit focus rapide à travers une œuvre un peu iconique pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que recouvre chaque section de l'exposition. Alors, d'abord, pour la partie sur la fabrication. Alors, le prisme, évidemment, c'est à travers les œuvres, à travers l'imaginaire des artistes. Les artistes, en fait, nous montrent à quel point il est facile de fabriquer des fake news, dans le sens
de fabriquer du contenu que ce soit vidéo, que ce soit sous forme d'image ou même de texte, du contenu faussé, biaisé, du contenu décontextualisé. Hein, il nous montre notamment grâce aux nouvelles technologies qui ont vraiment accéléré en fait cette capacité à truquer les images, les vidéos. Alors par exemple, ici, Alain Josso, c'est une des premières œuvres de l'exposition. Et qu'est-ce qu'on y voit? Alain Josso, en fait, a créé cette maquette d'immeuble détruit que vous voyez. Et il a choisi de filmer cette maquette avec son téléphone portable. Là, on voit le moniteur qui filme cette maquette. Et en arrière-fond, il y a ce fond vert, ce qu'on appelle le vert G255, d'où le titre de l'œuvre, et qui permet d'incruster tous les arrière-fonds qu'on veut. Pour faire croire que la scène se passe, je ne sais pas moi, à Kaboul ou ailleurs. Et donc, du coup, ce qu'il est en train de nous montrer, Alain Josso, avec ce dispositif numérique, c'est qu'on peut composer une image vidéo très, très facilement avec vraiment des outils très simples. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment c'est un petit peu un des principaux messages de notre exposition, c'est attention, méfions-nous des images. Méfions-nous des images fixes d'ailleurs ou mobiles, car ce sont des espaces de trucage très, très faciles. Le réel et le virtuel s'y croisent sans arrêt. Donc voilà pour voilà, cette œuvre et cette première partie sur la fabrication, comment voilà, les artistes nous montrent les techniques de fabrication d'images ou de vidéos. Alors ensuite, je vais vous dire un mot sur la deuxième partie de l'exposition autour de la diffusion. Comment ces fake news se diffusent à travers le monde et en particulier, comment ça se fait que ce phénomène a explosé ces dernières années. Il a maintenant un véritable caractère industriel massif. Donc cette partie nous montre en fait, fait le constat, si vous voulez, de cette diffusion massive, mais aussi nous explique un peu les facteurs. Et en particulier, met l'accent sur les réseaux sociaux qui font caisse de résonance à toutes ces fake news qui circulent. Alors, j'ai choisi de vous parler pour illustrer cette deuxième partie de cette œuvre de Samuel Rousseau qui s'appelle donc Les soubresauts du monde. En fait, bon, là, on est en 2D, donc ça rend pas très très bien. Mais en fait, en vrai, c'est une installation c'est accrochée au mur, une installation vidéo sur un mur. Il s'agit en fait d'une boule de papier journal froissée, d'où s'échappent, grâce en fait à une projection vidéo, des lettres lumineuses. Vous voyez ces flux lumineux qui sortent de cette boule de papier journal. Et en fait, ce sont des lettres qui en ont assez d'annoncer que des mauvaises nouvelles et qui décident de partir pour regagner leur liberté et un nouvel espace, peut-être plus poétique. Donc, que nous raconte cette œuvre d'art, au-delà de cette expérience sensorielle qui est très belle en elle-même? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que elle nous parle en fait de cette diffusion à l'extrême de l'actualité, des nouvelles, via les médias. Alors là, c'est le papier journal, c'est le média plus classique. Et donc cette œuvre nous parle de ce qu'on appelle l'infobésité, ce mot valise qui a été conçu il y a quelques années et qui nous parle bien de cette espèce de phénomène d'avalanche qu'on subit tous les jours de l'actualité, des événements qui sont sans cesse relayés. Donc voilà, ça c'était une œuvre en fait pour vous parler de cette deuxième partie sur la diffusion. Et en fait, ce phénomène, les fake news ne sont, si vous voulez, qu'un élément dans cette circulation à très grande échelle d'informations, dans cette infobésité, vous voyez. Voilà. Et ensuite, la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour s'outiller contre ces fake news,
pour juguler ce flux d'informations. Alors, il y a principalement, évidemment, l'éducation aux médias, hein, on est là pour ça aujourd'hui. Et là, à travers cette illustration de Aller plus aller, hein, qui est un couple d'artistes italiens, ce que j'ai voulu montrer, c'est notre droit, entre guillemets, à la déconnexion. C'est à chaque citoyen, c'est à chaque individu aussi d'être capable de faire le vide, hein, de se déconnecter de ce flux d'informations, de recréer un espace euh, protégé, en fait. Et ben justement, et c'est certainement cette hygiène mentale est certainement, évidemment, une des meilleures façons de faire obstacle, hein, aux fake news, en réalité. Voilà, donc ça, c'était vraiment une vision, enfin une présentation des 3 grandes parties, de notre exposition. Et puis là, j'avais envie, de vous, faire traverser, la scénographie, assez magistrale, hein, signée Vincent Torgman, la scénographie de notre expo. Alors peut-être Isabelle, tu peux voilà, faire passer les diapos, les unes après les autres pour que chacun, vous puissiez voir un petit peu à quoi ça va ressembler, hein, cette expo. Voilà, donc on a une tour d'entrée assez impressionnante qui accueille le visiteur, sur laquelle est projeté des dessins de presse. Hein, il y a en effet, la caricature, le dessin de presse occupe une place assez importante aussi dans notre exposition, aux côtés d'œuvres d'art contemporains, voilà, peut-être plus attendu. Donc voilà, une tour d'entrée, une construction, on va dire, à la fois magistrale et théâtrale, en fait. Hein. Vincent Torgman, notre scénographe, il vient du monde du théâtre. Hein. Donc voilà, c'est vraiment sa signature. Et puis vous voyez là des vues des galeries, de l'exposition. Et notamment, j'attire votre attention sur la présence de ce verre G255, hein, qu'on a déjà croisé à travers l'œuvre de Josso, d'Alain Josso. Et c'est un verre, vous savez, c'est ce verre typique, hein, qui permet d'incruster des images, donc qui permet le trucage en fait, hein, d'images, de vidéos dans l'industrie du cinéma, des médias ou évidemment d'Internet. Donc Isabelle peut-être continue à faire passer les quelques visuels parce que vous voyez ces touches de verre comme un leitmotiv en fait, hein, dans notre exposition. Voilà, une scénographie, comme je l'ai indiqué là sur la diapo, à la fois électrique, quoi, un peu magnétique, électrique, qui renvoie bien en fait à ce phénomène, à ce phénomène des fake news. Voilà, et puis on aborde maintenant donc la première partie plus en profondeur, hein, autour de la fabrication des fake news. Isabelle, je crois que je Oui, te laisse la tout à parole fait. maintenant. Ouais, Merci. super. Donc, alors sur la première partie concernant la fabrication du faux et des fake news, il nous a semblé que vraiment la priorité, c'était avant de définir dans le détail et de manière assez subtile toutes les notions en fait que recouvre le terme fake news, qu'il était nécessaire vraiment de commencer par définir ce qu'était l'information. Et donc, l'idée, c'est de... Alors, vous êtes trop nombreux pour qu'on le fasse, mais en tout cas, avec un groupe moins nombreux, on aurait pu vous proposer de contribuer sur un espace de publication collaboratif et de nous donner peut-être 3 mots-clés qui caractérisent pour vous ce qu'est l'information. Donc je vais le faire pour vous si vous voulez, mais c'est intéressant. Donc là, évidemment, vous êtes plutôt des enseignants, mais si vous faites aussi, si vous proposez ce brainstorming à des élèves, il y a des chances qu'il y ait un écart entre les résultats qu'ils vous proposent et puis les résultats que vous-même pourriez émettre. Donc, alors pour gagner du temps, on va rappeler peut-être trois points, 3 caractéristiques qui font l'information. Donc le premier point peut-être, et vous pouvez le noter, c'est finalement l'information, c'est l'actualité, c'est la nouveauté, c'est ce qui rompt l'ordre habituel des choses. Hein, vous le savez, on ne parle pas en général dans les médias des trains qui arrivent à l'heure, on parle de ce qui ne marche pas bien ou de ce qui dysfonctionne, de ce qui crée un événement, de ce qui est spectaculaire.
Donc, premier point, ça serait ça, nouveauté, actualité. Deuxième critère, finalement, c'est la dimension factuelle. Donc, le fait que l'information repose sur des faits qui donc sont aussi ensuite vérifiés par les journalistes avant d'être publiés. Donc, une dimension factuelle, vérifiée, avérée, si vous voulez. Et puis le troisième point, là on revient un petit peu, je pense à l'œuvre d'Alain Josso aussi, à la notion de point de vue, hein, c'est-à-dire, même si on est sur des faits vérifiés, on est quand même sur un traitement anglais, c'est-à-dire un point de vue. C'est-à-dire qu'un journaliste, il ne pourra pas traiter de la globalité d'un événement qui s'est produit. Il va, en fonction de la ligne éditoriale de son média, en fonction de la cible qu'il a, de son public, choisir un traitement particulier et donc un traitement anglais. Ça serait finalement la troisième caractéristique de ce qu'est l'information journalistique. Quand on sonde les élèves sur la notion d'information au sens large, sans préciser forcément qu'il s'agit d'information journalistique, on va avoir des résultats très différents, parce que pour eux, finalement, ce que publient leurs amis ou leurs camarades sur un réseau social constitue aussi finalement une actualité, un événement, une information. Hein, mais par contre, c'est vrai que la dimension factuelle, vérification, ben là, sera pas sans doute mise en œuvre. En tout cas, on peut travailler avec eux sur cet écart et sur ce qui caractérise vraiment l'information journalistique. Alors, pour vous aider toujours sur ce sujet-là, hein, sur la définition stabilisée, c'est le terme qu'on a pris, et scientifique de l'information, on peut s'appuyer sur différentes ressources. Sur le diaporama, vous voyez un petit visuel moi, que j'utilise depuis très très longtemps et qui est vrai pour tout type de médias. C'est un collègue du Clémy de la Martinique qui, il y a longtemps, avait publié et réalisé ce document. Ce qui est intéressant dans ce visuel, c'est qu'il montre que finalement, l'information, c'est le passage en fait d'une communication directe à une communication indirecte. La communication directe, un événement s'est produit, soit j'ai des journalistes sur place qui vont pouvoir couvrir l'événement, soit je n'en ai pas. Dans tous les cas, il y a des chances que je fasse appel à des témoins, que je fasse appel aussi à des experts qui vont me donner leur point de vue sur cet événement qui s'est produit, par exemple. Et je vais, en tant que journaliste, donc remettre en perspective cet événement, vérifier les éléments factuels, etc. Et on est donc, vous voyez, on passe dans la communication indirecte à droite et dans une remise en forme, ce qui correspond tout à fait d'ailleurs à la définition et donc étymologique du terme, hein, informare en latin, c'est donner une structure, mettre en forme, et c'est bien ce travail journalistique qui nécessite du temps et donc de l'argent, hein, et c'est intéressant aussi de travailler sur cette dimension-là avec les élèves, puisque on voit bien que la presse gratuite qui est financée par la publicité, par exemple, va faire un travail beaucoup moins approfondi en termes de remise en forme. Hein. C'est souvent des dépêches maquettées, hein, simplement. Et donc, bah, si on veut être bien informé, finalement, bah, ça a un coût, en fait, en vérité. Donc ça c'est intéressant à mettre en perspective. Alors, toujours sur la notion d'information, c'est bien aussi avec les élèves d'aborder finalement ce à quoi renvoie la notion en sciences de l'information et de la communication. Et là, on va retrouver finalement trois dimensions, c'est-à-dire ben, une information, ça renvoie en général à un événement. Deuxième point, ça renvoie à un document. Hein, donc, il y a beaucoup de professeurs documentalistes, j'imagine, qui suivent là, le webinaire. Donc, ça leur parle très clairement, c'est-à-dire, finalement, une information, elle apparaît sous différentes formes. Ça peut être un article de presse, ça peut être un reportage audio, un reportage vidéo, ça peut être une publication sur un réseau social, puisque maintenant, les médias d'information sont aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, troisième aspect qui est très important, surtout depuis le début des années 2000, hein, et finalement la massification des flux d'informations, c'est la dimension data, hein, informatique finalement de l'information. Une information, c'est un ensemble de données. Et là, ça permet vraiment de travailler avec les élèves sur tout ce qui est finalement big data, exploitation massive des données par les plateformes du web, entre autres les GAFAM, la dimension nécessaire protection des données personnelles, RGPD, etc.
Donc voilà, donc avec tous ces éléments, on peut déjà brosser, vous voyez, voilà, définir des prérequis qui vont être nécessaires pour aborder après le traitement des fake news. Donc, en ressources complémentaires, je pense que Karen Prévost-Sort va vous le faire passer dans le chat. On proposait aussi une ressource donc, de l'agence France Presse qui s'intitule D'où vient l'information, que vous retrouverez sur les moteurs de recherche en tapant simplement ce terme, hein, D'où vient l'information, source AFP. Actuellement, elle n'est plus sur le site de l'AFP parce que je pense que la ressource est en train d'être actualisée. Et puis, des vidéos aussi, 2 vidéos, une vidéo YouTube, l'information en 5 questions, d'Arte Journal Junior, et puis une vidéo, un jour une actu, pardon, d'où viennent les informations, qui sont des ressources utiles, collège ou lycée, pour travailler avec les élèves sur le sujet. Et enfin, aussi des textes relatifs au régime juridique de la presse, puisque si on reprend ces textes-là, l'information est définie comme un contenu original présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique. On est bien dans ce qu'on évoquait précédemment. Alors, une fois que ceci a été abordé, on va maintenant s'intéresser à ce que recouvre le terme fake news, parce que ce dont on s'est rendu compte en travaillant sur la rédaction du dossier, c'est que ça constituait vraiment une priorité, puisqu'aujourd'hui, on voit beaucoup parfois d'interventions sur le sujet des fake news, mais présentées comme un ensemble un peu générique de faux, mais qui finalement n'est pas suffisamment précis pour que les élèves puissent s'y retrouver. Donc, il y a une des fiches du dossier pédagogique, si vous l'avez consulté le dossier, hein, rappelle aussi l'histoire des fake news, hein, et rappelle que cette histoire, elle est pas nouvelle, elle remonte au Moyen-Âge. On a évoqué là, le mot rumeur et la façon dont le faux se propageait, entre autres peut-être via les colporteurs à l'époque. Hein. Donc, et puis les différentes dates clés, en particulier au XVIIIe siècle, hein, la notion de fausse nouvelle qui est désignée par le terme canard, hein, le journal finalement de mauvaise qualité qui va diffuser du faux. En fait, c'était des faits divers hein, à l'époque. Une date très importante, la loi sur la liberté de la presse hein, au 19e, où la notion de nouvelle fausse apparaît. Et on la retrouve dans d'autres textes de loi, hein, code électoral, code pénal, code monétaire, etc. Information fausse, fausse information, fausse nouvelle. Et puis, sur la chronologie, on va, en fait, finalement, on part du Moyen-Âge au XIIIe siècle, mais on va jusqu'au deepfake. Hein, donc, les deepfakes, on va être sur 2018-2019. Hein, donc, ces fausses vidéos dont on parlait de dimension data, dont le code informatique est modifié. Et qui font finalement, voilà, qui modifient dans une vidéo la vitesse de défilement. Donc, on va me faire dire des choses à un personnage ou à un homme politique. Hein. Obama a été un des premiers à faire l'objet de production deepfake et on va finalement lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Et en particulier, je pense, dans la dernière campagne présidentielle américaine, Joe Biden en a été victime puisqu'on l'a mené à un moment donné à dire que dans une vidéo virale qu'il annonçait soutenir Donald Trump. Bon, en vérité, ces deepfakes sont souvent un peu excessives et caricaturales, donc bon, on a souvent tendance à pas trop se laisser berner, mais en tout cas, les possibilités de vraiment tromper sont décuplées par l'outil numérique. Alors, sur le terme fake news aussi, Juliette en a parlé au début, sur la notion d'équivalent français. Dans le dossier, vous retrouverez, hein, donc octobre 2008, hein, donc la commission d'enrichissement de la langue française évoque la possibilité donc, de remplacer fake news par le terme infox. Hein, infox que vous connaissez. Et puis, sur le terme fake news aussi, des dates importantes, entre autres, je pense à 2017, les fake news, le mot fake news a été élu mot de l'année par le Collins Dictionary, avec un usage de plus de 300% cette année-là, en 2017. Et en 2018, une linguiste française, Jeanne Bordeaux,
euh, présente le terme fake news comme le mot le plus employé par les médias cette année-là. Donc, vous voyez qu'entre 2017-2018, et sachant que sur l'avant-dernière présidentielle américaine en 2016, évidemment, Donald Trump, pendant toute la campagne, a énormément utilisé ce terme. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, il va falloir essayer d'entrer dans le détail et en particulier, donc là, j'ai repris en fait une expression, donc le vaste nuancier de William Audureau, hein, A-U-D-U-R-E-A-U, qui, dans le journal Le Monde, a publié un article en 2017 qui s'intitulait « Pourquoi il faut arrêter de parler de fake news ». Et donc, il précise, le faux a son vaste nuancier et pour quiconque s'intéresse aux faits, ces nuances sont précieuses. Effectivement, avec les élèves, de la même façon, ces nuances sont extrêmement précieuses. Si on veut les amener à s'y retrouver et à acquérir une certaine méthode d'analyse, il faut présenter ce panorama dans sa finesse, dans sa subtilité. Alors, je me suis appuyée sur les travaux de Claire Wardel. Donc, Claire Wardel, en fait, elle a publié des travaux très intéressants, en particulier entre 2017 et 2019. Vous les retrouverez dans le dossier pédagogique, hein, comme tout ce qu'on évoque avec Juliette sur le webinaire. Hein. Tous les liens sont dans la version numérique en ligne du dossier. Vous pouvez cliquer et retrouver toutes les ressources. Donc, en fait, Claire Wardel, elle est universitaire à l'université d'Harvard et elle a fait partie d'un collectif de chercheurs qui travaillent sur la désinformation depuis longtemps, donc le collectif First Draft. Et dès 2017, elle a publié une typologie très très intéressante où elle liste les types de contenus, donc faux, les motivations, avec quelle intention ces contenus ont été publiés, et c'est souvent ce qui détermine leur classement ensuite. Hein. Est-ce qu'on veut faire rire? Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on veut tromper? Est-ce qu'on veut manipuler politiquement? Et puis, les modes de diffusion utilisés. Alors, sa typologie, elle est un petit peu complexe puisqu'elle propose 7 types de faux et 8 motivations possibles. Donc, vous les retrouverez dans le document qui est en ligne. Mais en vérité, nous, on a simplifié parce qu'avec des élèves, et encore là, vous avez 5 types de faux, voyez, qui sont classés dans 2 grands ensembles, la mésinformation, la désinformation. Mais on peut faire encore plus simple. Avec des élèves plus jeunes, on peut choisir 3 types de faux, par exemple. Donc ça, c'est à vous de voir. Et puis l'idée, c'est de les illustrer par des exemples précis, soit des exemples que vous-même, vous aurez répertoriés, puisqu'au fur et à mesure que vous, voilà, que vous naviguez sur le web, que vous lisez des contenus informationnels, vous pouvez en repérer et les archiver. Et vous pouvez aussi en trouver sur les sites de fact-checking, on va en reparler après. Donc, en tout cas, les 2 grands ensembles, et là, on va retravailler sur l'étymologie. Après l'information, vous vous rappelez, mettre en forme, on est sur la mésinformation. Donc là, effectivement, le préfixe nous dit que cette information, finalement, c'est une information erronée, la mésinformation. Alors, erronée, effectivement, les journalistes travaillent parfois vite, hein, on connaît les conditions de production, on connaît les règles de concurrence, il faut sortir un scoop, une actualité très vite, on n'a pas toujours un temps d'enquête très long pour travailler et il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Alors des erreurs, exemple d'erreur, bien sûr, l'affaire du pont de Ligonnès, par exemple, hein, la deuxième affaire que vous connaissez, dont vous vous rappelez, qui a été quand même incroyable, puisque finalement, la source qui a affirmé que Dupont de Ligonnès avait été reconnu en Irlande. En vérité, il y a eu une erreur au départ, mais comme cette source était a priori digne de confiance, tous les médias ont répercuté cette erreur et ont publié voilà, une actualité, souvent à la une, y compris les journaux régionaux, nationaux, enfin tout le monde est tombé dans le panneau pour le lendemain finalement publier voilà, un mot d'excuse en disant qu'ils voilà, étaient vraiment désolés, mais qu'ils avaient commis une erreur. Donc l'erreur, ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc là, on n'est pas dans une intention de tromper dans la mésinformation, c'est simplement une information qui est erronée. Le canular, en fait, le canular ne prétend pas être une véritable information. Sur les sites de canular, quels qu'ils soient, je pense bien sûr au Gorafi, mais des sites comme actualité.co, sur la question des sciences aussi, il y a des sites humoristiques, pardon, Infosciences, je crois de mémoire, il me semble qu'il y en a un qui s'appelle comme ça, où quand vous regardez dans les mentions légales du site, et ça c'est aussi une méthode
qu'il faut apprendre aux élèves. Hein. Un site internet, il doit obligatoirement, dans ses mentions légales, dans la rubrique à propos ou qui sommes-nous, se présenter. Et en général, sur ces sites-là, les sites prétendent bien sûr être des sites humoristiques, voilà, dont le but est vraiment de propager de l'humour et pas du tout de l'information. Donc ça, c'est le premier ensemble. Mais là, on n'est pas dans l'intention de tromper, on n'est pas exactement dans les fake news, puisque la fake news, ça va plutôt être avec l'intention de tromper. Et là, on est dans la désinformation, hein, avec donc un autre préfixe qui montre bien que c'est le contraire de l'information, finalement. Et là, on vous propose 3 types de faux. Donc, les faux à visée commerciale, donc les sites avec des publications très spectaculaires, souvent anxiogènes, qui vous invitent à cliquer. Hein, alors, avec un double objectif. L'objectif premier, c'est bien sûr de faire de l'argent, c'est-à-dire d'être en capacité de vendre aux annonceurs publicitaires un nombre d'usagers énorme sur ce site. Donc, plus il y a de clics, finalement, plus ces sites-là vont pouvoir vendre des bandeaux publicitaires à coût élevé. Donc, bien sûr, première intention, l'appât du gain, mais en même temps, vous vous rappelez, lors de l'avant-dernière campagne présidentielle aux États-Unis, de ces jeunes Macédoniens, hein, qui avaient créé de nombreux sites Internet pro-Trump, adossés à des faux profils Facebook. Et dans un premier temps, donc c'était vraiment par appât du gain, mais en même temps, voilà, ça a contribué quand même à une déstabilisation, une sorte de manipulation de l'opinion, manipulation politique en fait. Donc propagande, plutôt là sur l'intention de tromper et de manipuler l'opinion par rapport à une idéologie donc, politique. Et puis le complotisme, euh, qui serait le faux le plus extrême, si vous voulez. Donc sur une échelle du moins faux, l'erreur, au plus faux, le complotisme, voilà, c'est intéressant d'amener les élèves à s'y retrouver et à classer un petit peu. Alors sur le complotisme, vous retrouverez dans le dossier beaucoup de fiches très intéressantes. Entre autres, Karen Prévost-Sorbe de l'Académie d'Orléans-Tours a proposé une fiche complète sur le Pizzagate, hein, et très documentée. Donc là ça illustrera très bien ce cas-là. Voilà, j'avance. Alors Juliette maintenant va nous présenter la façon dont les artistes ont une relation avec les fake news et est-ce qu'on peut dire finalement qu'ils créent des fake news? Voilà, ben ça c'est une des questions principales hein, dans l'exposition. C'est en effet, est-ce que vraiment on peut appliquer cette notion de fake news, avec notamment, comme tu le disais Isabelle, hein, cette intention de tromper à la création artistique. Alors là, pour y répondre, hein, je vais partager avec vous une performance un peu spectaculaire d'un duo d'artistes américains qui s'appelle les Yes Men. Et donc, on fait l'écho hein, de cette performance donc dans notre exposition. Alors, c'est un tandem d'artistes qui ont l'habitude régulièrement d'effrayer la chronique par l'invention, on va dire, de canulars ultra médiatisés qui attaquent le système capitaliste, notamment certains grands groupes industriels ou parfois aussi des dirigeants politiques. Donc voilà, hein, ils sont un peu spécialisés voilà, dans la critique, la critique du système hein, global. Donc ces Yes Men en particulier, en septembre 2008, ont distribué, avec toute une série d'acolytes, une édition spéciale du New York Times qui n'annonçait, donc on est dans les rues de New York, hein, qui n'annonçait que des bonnes nouvelles. Donc c'est évidemment, une blague entre guillemets. Donc vous pouvez lire là quelques exemples d'articles. Voilà, donc fin de la guerre en Irak, gratuité des universités. Enfin voilà, toute une série de très bonnes nouvelles. Et là, typiquement, ben voilà, on est sur la diffusion à plus de quoi 100 000 exemplaires, je crois, ils l'ont sorti, hein, donc cette édition spéciale, de fausses nouvelles, entre guillemets. Hein, donc, voilà, c'est une performance où on peut en effet se demander si on peut qualifier ça de fake news. Alors, déjà, j'ai parlé de
canular, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment derrière, il n'y a pas forcément la mauvaise intention de tromper ou de manipuler, mais plutôt peut-être de montrer du doigt les dysfonctionnements d'un système, hein, puisque en rêvant comme ça d'une société voilà, plus juste, plus pacifiée, etc., eh bien voilà, les yes men, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils sont en train d'écrire une sorte de manifeste politique, hein, en réalité, en creux, hein, si vous voulez. Euh, et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Ils nous disent que, eh bien, à travers cette institution médiatique par excellence, qui est le New York Times, qui détourne en quelque sorte, qu'il hack, hein, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, ils nous disent, en fait, ils nous parlent de la puissance justement de ces médias qui façonnent notre vision du monde à travers leur ligne éditoriale, hein, les choix qu'ils font, hein, des articles qu'ils vont diffuser ou non. Donc c'est voilà, comme je vous l'ai dit, un manifeste politique qui amène le spectateur, le citoyen à réfléchir justement sur la force des médias. Euh, alors, pour creuser peut-être un peu plus hein, sur cette performance, ce qui est intéressant de noter, c'est que donc cette édition du New York Times a été diffusée donc, dans les rues de New York en septembre 2008, mais qu'en réalité, elle est datée de juillet 2009, donc quasiment 9 à 10 mois après hein, la distribution. Donc, voilà, à nouveau, il ne s'agit pas forcément vraiment de fake news, de fausses nouvelles, mais plutôt d'une sorte de journal utopique, hein, de liste au Père Noël. Hein, donc voilà, vous voyez, c'est un exemple d'œuvre, hein, de performance artistique qui nous aide un peu à décaler un peu voilà, notre approche des fake news en l'élargissant aussi. Euh, voilà pour ce que je voulais vous dire pour cette œuvre. Et puis Isabelle, je te laisse poursuivre. Ok, donc on attaque la deuxième partie, hein, donc relative à la façon dont les fake news se propagent, se diffusent hein, aux questions de viralité. Donc on a choisi donc de travailler dans les premières fiches de la partie diffusion sur le pouvoir des images justement, puisque finalement c'est parce que les fake news ont un support visuel, que ce soit une image fixe, une photo ou une vidéo, qu'elles se propagent beaucoup. Puisqu'on le sait, entre autres, quand on regarde les usages que les jeunes ont, ou la pratique de l'information qu'ils ont sur les réseaux sociaux, souvent, ce qu'ils apprécient particulièrement, ce sont les formats courts et les images, en fait. Donc, sur la question du pouvoir de l'image, vous retrouvez l'œuvre d'Alain Josso. Donc, on a croisé en 3 points, finalement, et vous les retrouvez dans les différentes fiches du dossier. Donc, le photojournalisme et la notion de point de vue. C'est vrai que moi, il me semblait que c'était un prérequis vraiment très intéressant de travailler sur la façon dont les journalistes, et en particulier ceux qui font de la photo, du photojournalisme, abordent cette couverture du réel, finalement. Hein. On va en reparler. Ensuite, donc, la façon dont les images peuvent être manipulées. Et puis ensuite, la façon dont les artistes, vous l'avez vu, Juliette l'a présenté pour Alain Josso, mais on va l'aborder à travers d'autres œuvres, comment effectivement la manipulation s'exerce et puis surtout quel est son intérêt, quoi, puisque l'artiste évidemment a pour but de nous faire réagir, de nous provoquer aussi, ce que va peut-être pas forcément faire bien sûr le photojournaliste. D'où l'idée de complémentarité entre l'éducation artistique et culturelle et puis l'éducation aux médias et à l'information. Alors, sur la question du photojournalisme et la notion de point de vue, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Évidemment, un photographe, il ne va pas pouvoir tout montrer. Donc, très intéressant et même essentiel de former les élèves à la grammaire de l'image hein, et entre autres au langage, de la maîtrise du langage de l'image. Hein, le domaine 1 du socle, hein, la maîtrise du langage, mais bien évidemment aujourd'hui, vu les usages des jeunes sur le web, une nécessité absolue à les former à la grammaire de l'image. Et puis aussi les faire réfléchir à la façon dont les journalistes
les photojournalistes finalement traitent de l'actualité. Donc je vous invite vraiment à faire beaucoup de revues de presse, à aller chercher donc dans les médias, sur les sites d'information, des photos de journalistes professionnels, des photos d'agences de presse aussi, et à réfléchir à la façon dont les journalistes travaillent. Je pense sur le site de l'agence France Presse, par exemple, vous avez une rubrique Making of qui est très intéressante, qui montre où chaque jour un photographe explique voilà, comment il a travaillé, quels sont ses choix esthétiques. On a au Clémy beaucoup de ressources très intéressantes pour travailler sur ce sujet que vous retrouverez dans le dossier. Donc revenir aussi à l'éthique professionnelle. Donc là, sur le diaporama, vous avez un petit extrait de la charte d'éthique, je vais m'appuyer moi sur un texte que j'aime beaucoup, que vous retrouverez dans le dossier, qui est un texte en fait d'Henri Bureau. Henri Bureau, c'est un photographe qui a été très connu entre les années 60 et les années 90. En 74, il a eu le World Press Photo, donc un grand prix international de photographie. Et donc, il a écrit en 2004 un texte qui s'appelle Objectif, donc avec un point d'interrogation. C'est parce que cette année-là, en 2004, il y a eu une rétrospective de son travail sur le festival Visa pour l'image, dédié au photojournalisme. Et donc, je vous lis quelques extraits parce que c'est un très beau texte et il est assez court pour travailler avec des élèves. Donc, je le lis. Ce mot revient souvent lorsqu'on parle de journalisme, de photojournalisme. Nos confrères de plume peuvent rendre compte de sensations, de l'environnement, utiliser des informations recueillies ailleurs, évoquer des odeurs. Nos camarades de la télévision, plus proches de nous, ont le mouvement, le son, la possibilité du commentaire ainsi qu'une vision à 360 degrés. Comment un reporter photographe peut-il être objectif alors que son champ de vision est étroit, étriqué même, par rapport à l'importance ou à l'étendue des faits dont il doit rendre compte? De plus, c'est lui qui choisit son cadre et le moment où il va déclencher, donc témoigner. Bien modestement, pendant 20 ans, j'ai essayé de témoigner honnêtement des choses, des gens et des événements de la vie d'un reporter. J'ai essayé de voir clair, ce n'est pas facile. Donc en fait, ce qui importe dans ce texte d'Henri Bureau, c'est de dire que finalement, il est quasiment impossible quand on est photojournaliste d'être objectif parce que clairement, on ne montre qu'une vision partielle de la réalité. En revanche, ce qui importe, c'est l'honnêteté. Et là, on revient sur la charte d'éthique professionnelle. Donc, évidemment, on ne va pas détourner, tromper. Après, effectivement, on va faire des choix esthétiques. C'est d'ailleurs une question qui se pose chaque année au moment du World Press Photo. Est-ce que mettre des filtres, par exemple, c'est tromper ou pas, donc, en tout cas, c'est une question intéressante qui montre que finalement, la couverture du réel, elle est difficilement objective. Il y a 20 ans, quand on faisait de l'éducation aux médias, on disait le journaliste, il rend compte de manière objective de la réalité. Ça, c'est un point de vue qu'on a abandonné. En fait, il essaie de rendre honnêtement compte de la réalité, mais forcément, il a un point de vue. Alors, sur le deuxième point, fake news, images manipulées, les images manipulées, au sens étymologique, la manipulation, c'est finalement la modification par la main de l'homme. Et donc, on vient de le voir, manipuler parce qu'on va faire des choix techniques en prenant notre photo qui vont dénaturer un petit peu, détendre, enfin pas détendre, mais exercer, si vous voulez, une distorsion entre le réel et sa représentation. Mais en tout cas, il y a la manipulation dont le but est de tromper. Et là, on va étudier avec les élèves des exemples très précis. Il y a des revues de presse aussi sur des photos pour voir que finalement, sur les fake news qui circulent, soit on a des cadrages trompeurs, c'est-à-dire un cadrage serré qui donne l'impression qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a une grande foule, alors qu'en vérité, si on élargit le cadre, il y a peu de monde et il y a beaucoup d'espace vide autour. Des images qui ne correspondent pas à la situation. Je pense à une image des Champs-Élysées le lendemain des attentats de novembre 2015, Champs-Élysées désertés, les terroristes ont gagné, etc. En vérité, quand on regarde attentivement la photo, et les élèves, il faut les apprendre à déjà décoder
les images et à voir si, en fait, entre la légende et ce que montre l'image, il y a de la cohérence ou de l'incohérence. Et sur cette image utilisée en novembre 2015, en vérité, il y avait les arbres étaient feuillus, il y avait beaucoup d'arbres, de feuilles vertes. Ça ne pouvait pas être en novembre, en fait. Donc, image ne correspondant pas à la situation, fausse légende, je viens de le dire. Et puis surtout aussi, effacement, ajout de personnages, de morceaux de paysages. Dans nos manuels d'histoire, hein, on a tous des souvenirs, hein, d'images, en particulier dans les régimes totalitaires, je pense sous Lénine, Staline, toutes ces photos où finalement, à un moment donné, quelqu'un finalement est effacé parce que voilà, il est passé, il est tombé en disgrâce et on va l'enlever, on va le modifier. On en voit encore aujourd'hui, hein, parfois aussi dans des objectifs de communication, les politiques vont effacer certains éléments. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis, troisième axe, on revient à l'œuvre d'Alain Jossot, où là, effectivement, bah, le dispositif, voilà, le dispositif artistique revendique par là même le fait que la manipulation est explicite. Donc il y a un côté aussi provocation qui va nous faire réagir. Et le travail sur les œuvres d'art, en ça, il est passionnant parce qu'avec les élèves, il les amène vraiment à une grande liberté de parole pour réfléchir au sujet. Alors j'avance. Voilà, donc ça, c'est la question en effet, hein, que les artistes nous amènent à penser, hein, dans cette exposition. Les images sont-elles toujours ce que l'on croit? Hein, en effet, Isabelle, comme tu le disais, hein, les images, c'est vraiment, les images ou les vidéos, hein, sont vraiment des formidables «véhicules», hein, entre guillemets, pour convaincre, pour transmettre l'information, et notamment d'ailleurs les fake news, hein, l'image a une capacité de séduction, hein, de conviction, une sorte de capacité magnétique, hein, et ça, évidemment, l'œuvre d'art visuel l'illustre, hein, par excellence. Et c'est le cas de cette œuvre, hein, de Johann von Couberta, de cette photographie, hein, qui est, je pense, une des plus belles œuvres, hein, de notre exposition. Elle a une taille vraiment grande, et voilà, elle prend tout l'espace. Et qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on voit, voilà, un paysage, on va dire sublime, hein, au sens romantique du terme, hein, dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire un paysage où face auquel l'homme se sent petit, en fait, hein, se sent dépassé par quelque chose de plus grand que lui. Donc c'est une image, voilà, d'un paysage sauvage, désolé, hem, mais aussi peut-être à la fois un peu typique de ce que peuvent nous vendre aussi, hein, les agences de voyage, hein, voilà, partez à la découverte de paysages complètement inouïs, voilà, donc on est un peu entre le paysage romantique et l'objet de consommation touristique, hein. Donc, et en réalité, cette image n'existe pas. Hein, c'est-à-dire que le paysage qu'on voit là n'existe pas. C'est une image complètement artificielle. Dans un sens, cette œuvre de Johann von Couberta pousse un peu la logique au maximum, hein, la logique de notre exposition où on voit des images transformées, décontextualisées, truquées, maquillées, trouées, etc. Et ben là, carrément, on va encore plus loin et on voit une image totalement artificielle qui a été créée par un logiciel d'ailleurs utilisé par, à l'origine, les militaires. Et donc, Johann von Couberta part d'une œuvre iconique de l'histoire de l'art que vous voyez en haut à droite, hein, cette œuvre du douanier Rousseau, hein, euh, La charmeuse de serpent, et à partir de là, avec ce logiciel, crée une photo, mais qui n'a évidemment rien à voir, comme vous pouvez le voir, et une image complètement voilà, artificielle.
D'ailleurs, c'est intéressant peut-être de dire un mot sur, le titre de cette photo. À la fois donc c'est orogenèse. Orogenèse donc c'est cette science qui étudie la formation des reliefs, la formation des montagnes. Rousseau évidemment en hommage au douanier Rousseau, mais il y a aussi un autre titre caché, qui est Paysage sans mémoire. Et alors là, je trouve que voilà, c'est vraiment magnifique parce que ça dit bien, justement cette absence de profondeur, historique, de profondeur réelle, de cette image. Voilà, un paysage qui n'est en fait qu'une image, qu'une simple surface. Donc un paysage sans mémoire. Alors, donc j'enchaîne peut-être donc sur, Bien Karl sûr. Handel et son œuvre donc Printemps, arabe de 2013. Alors ce qui est stupéfiant dans cette, j'allais dire dans cette photo, en vérité ce n'est pas une photo, c'est ça qui est finalement est stupéfiant. Donc Karl Handel en fait il travaille à partir d'images, d'actualité et là en particulier donc au départ c'était la photo d'un événement, donc un des printemps arabes et en tout cas, il la reconstitue à la mine de plomb. C'est quand même stupéfiant puisque le résultat semble extrêmement, proche de la vérité photographique. Il reconstitue au dessin donc, des scènes, finalement d'actualité et ensuite, bah, ces scènes en fait dans son œuvre, dans son tableau, il ponctionne en fait à différents endroits, donc soit des personnages, soit des morceaux de réel, de morceaux de paysages, donc il enlève, hein, donc évidemment ça renvoie à toutes les œuvres manipulées où on a effacé, j'en parlais tout à l'heure, des personnages, mais là, c'est presque une revendication. Il affirme finalement, cette manipulation. Voilà, il la revendique, il la rend même esthétique, hein, cette manipulation, puisque les cercles sont particulièrement réguliers, harmonieux en quelque sorte, on pourrait dire. Hein. Donc en tout cas, ça nous interroge sur cet effacement du réel. Et donc, dans cette même perspective, on va retrouver dans l'exposition et dans le dossier le travail d'Agnès Geoffrey, donc, elle a réalisé un certain nombre de séries qui s'appellent Incidental Gesture et avec différentes œuvres, souvent des diptyques. Entre autres, elle a travaillé sur les gueules cassées, hein, par exemple. Là, ce sont sur les femmes qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, ayant fréquenté des Allemands, sont tendues à la libération, mises à nu, etc. Donc, cette photo, qui d'ailleurs est une photo de Robert Capa, hein, vous la voyez en haut, est une image d'archive, hein, la tondue de Chartres, hein, réalisé donc en septembre 44 et qui a été publié à la une du magazine Life. En fait, donc Agnès Geoffrey la reprend et en fait, dans un souci de réparation de l'histoire, elle va rhabiller en fait cette jeune femme avec une jolie robe fleurie. Et donc là, ça met encore à nouveau en perspective le travail de l'artiste hein, qui va faire œuvre de réparation, qui va nous faire réagir sur ce passé douloureux et puis le travail du photojournaliste, hein, la photo donc de Capa en 44, et aussi Agnès Geoffrey finalement elle nous interroge sur bah, la relation qu'on peut avoir avec cette mémoire photographique aussi et ce qu'on peut faire avec parce que en même temps quand on est un historien il est important bah, les archives de les conserver en l'état et de pas les manipuler, de pas les modifier. Donc on va s'appuyer vraiment sur la représentation du réel telle qu'elle a été proposée par le photographe, même si elle est peut-être biaisée avec certains angles, mais en tout cas, euh, c'est intéressant d'avoir ces différentes dimensions. Et donc en parallèle, j'ai ajouté aussi, je ne sais pas si vous connaissez Serge Vialet, hein, donc qui est un réalisateur qui a produit plusieurs séries, donc Mystère d'archives, entre autres, vous retrouvez sur Arte un certain nombre de ressources, et entre autres de films que vous pouvez aussi acheter en VOD à l'unité. Donc il a travaillé sur toutes sortes de sujets. Alors lui, il se présente comme un flic de l'image, c'est-à-dire qu'à partir d'images d'archives sur lesquelles il retravaille et qu'il ausculte de manière la plus précise possible, il essaie de retrouver des indices qui parfois
permettent finalement de faire évoluer la thèse initiale, de l'événement, c'est-à-dire la façon dont l'événement était présenté habituellement. Par l'enquête qu'il a menée, il se rend compte que finalement ce qui a été affirmé à un moment donné n'est plus tout à fait vrai parce que les signes, les indices qu'il a trouvés, dans les images, laissent à penser que finalement, il y a une autre version, des faits, possible. Donc ça, voilà, je vous invite à travailler, aussi, dans cette perspective-là. Alors les solutions, on va avancer, il reste 5 minutes, hein. Les solutions, donc plusieurs solutions, dénoncer, informer, outiller pour lutter contre les fake news. Donc dans un premier temps, donc le rôle des artistes, Juliette. Oui, voilà, aux côtés, en fait, de vous, hein, enseignants, documentalistes, hein, aux côtés des scientifiques, aux côtés des journalistes, les artistes ont aussi, en fait, leur rôle à jouer. Peut-être moins du côté vraiment du cérébral, du cognitif, hein, pur et dur, mais plutôt sur un plan, voilà, davantage sensoriel, davantage d'ordre de l'imaginaire, en fait. Et donc, c'est toutes ces approches, en fait, qui se complètent, qui se conjuguent et qui vont nous aider, vont aider, en fait, chaque citoyen à savoir comment réagir, en fait, face à toutes ces fake news qui nous abreuvent au quotidien. Donc là, j'ai pris l'exemple de Kevin Lowe. Kevin Lowe, qui est un artiste singapourien et qui illustre, hein, de manière là assez frappante, avec des couleurs fortes, un peu à la manière du pop art, hein, les mécanismes de fonctionnement des réseaux sociaux. Hein, vraiment, les réseaux sociaux occupent une grande part, hein, dans notre exposition, évidemment, hein. Aujourd'hui, c'est, comme je le disais, hein, une des caisses de résonance, hein, principales, hein, des fake news. Et donc là, voilà, l'artiste ici décrypte un petit peu donc ces mécanismes de reconnaissance, de chantage affectif, émotionnel, etc., donc sur lesquels jouent en fait, hein, les différentes plateformes des réseaux sociaux. Euh, et donc là, qu'est-ce que essaye de faire Kevin Lowe? Kevin Lowe, il caricature en fait, un peu comme d'ailleurs le font les illustrateurs de presse, hein. Il caricature à l'extrême un comportement, comme une sorte d'ailleurs de nouveau moraliste, hein, du 21e siècle, pour nous faire réagir. Et donc c'est bien souvent ça, comme ça que fonctionne une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'elle va synthétiser à l'extrême une situation quotidienne pour voilà, faire réagir le spectateur. Euh, Après, ce que je veux peut-être dire aussi là, ce qui est important, c'est que une œuvre d'art, elle parle de la société, elle peut être un manifeste politique, comme on l'a vu avec les Yes Men, elle peut être voilà, des sortes d'avertisseurs euh, pour tous, hein, voilà, mais il y a aussi une part de l'œuvre d'art qui échappe à tout ça, qui échappe à toute finalité. C'est ce que dit Kant, hein, quand il parle de l'œuvre d'art qui a une finalité sans fin en réalité. Et là, du coup, je vais terminer sur l'œuvre de Samuel Rousseau. Hein, vous vous souvenez, on l'a regardé ensemble. Hein, c'est cette boule de papier journal d'où s'échappent ces lettres lumineuses. Et en fait, cette œuvre, à la fois, oui, elle nous parle de l'infobésité, mais en fait, elle va bien au-delà de ça. Elle parle à nos sens, à nos imaginaires. Et prend la forme d'une sorte d'étoile, de Big Bang, de cosmos en fusion, en fait, quand vous la voyez vraiment en réalité. Donc voilà, une œuvre d'art, c'est parfois voilà, le reflet d'une prise de parti, hein, politique, sociétale d'un artiste dans la société, mais il y a toujours une part d'elle qui échappe. En fait, voilà. OK. Alors ensuite sur, la riposte concertée en fait, hein, on a parlé là de la sphère, artistique, d'autres sphères évidemment, jouent leur rôle. Donc dans un premier temps, donc sphère médiatique, hein, ensuite on abordera politique, civile, éducative. Donc en tout cas, concernant la sphère médiatique, on va pouvoir effectivement, aborder la question du fact-checking puisque j'en ai parlé tout à l'heure, hein, bien sûr dans leur travail quotidien, les journalistes font de la vérification, c'est la base même de leur métier. Mais par ailleurs, et depuis les années 2000, en fait, les médias ont développé de très nombreux sites de fact-checking qui constituent pour vous autant de sources
et de ressources pour travailler en classe sur des exemples qui sont décryptés ou débunkés, pour reprendre le terme utilisé par les professionnels. Donc dès 2007, hein, les observateurs France 24, les décodeurs en 2009, 2008, la rubrique Libé Désintox qui est devenue maintenant Check News. Hein, vous pouvez poser des questions et la rédaction va travailler à vous proposer une réponse et à vérifier pour vous. Sur le site des observateurs, il y a beaucoup de vidéos. AFP Factuel, c'est extrêmement bien fait aussi. Hein. Vous avez quasiment tous les jours des publications avec des faux qui sont décryptés. Et donc, voilà, finalement, pour vous, c'est du clé en main. Hein, France Info aussi. Alors, les limites, en revanche, de ces sites de fact-checking. Si on revient à l'agence France Presse, en fait, l'agence France Presse, c'est la plus grosse équipe de journalistes qui font du fact-checking, puisque c'est à peu près 100 personnes à l'agence France Presse hein, qui sont dédiées à ce travail-là. Et Grégoire Lemarchand, en fait, le chef des réseaux sociaux et du fact-checking à l'AFP, en fait, il dit quand même qu'il y a un problème d'échelle, parce que si on rapporte le nombre de vérifications effectuées par mois, à peu près 3000 hein, effectuées par une centaine de journalistes, hein, concernant les informations publiées, et bien finalement, si on le met en relation avec le nombre d'informations publiées chaque jour en ligne, c'est 100 millions. Donc, 3000 vérifications sur 100 millions de contenus publiés, ça paraît effectivement totalement disproportionné. Deuxième limite aussi, ces sites-là, en fait, sont beaucoup consultés par des gens qui sont quand même déjà avertis sur la question de l'information, des fake news, etc. Donc, ça touche pas forcément le grand public. Et puis aussi, une des raisons pour lesquelles ça n'a pas trop d'efficacité non plus, c'est que souvent, les fake news sont extrêmement, je disais tout à l'heure, spectaculaires, anxiogènes. Et quand ensuite, donc ça s'est propagé comme ça au sein de réseaux, mais ensuite, par le biais d'ailleurs des affinités, il y a l'algorithme qui joue son rôle, mais il y a aussi les affinités sociales hein, qui font qu'on propage et qu'on a confiance dans ce que nous envoient nos amis. En même temps, quand il y a un démenti ensuite qui est publié, souvent le démenti, il passe un peu inaperçu finalement. Donc voilà. Alors, ça, c'est pour la sphère médiatique. La sphère politique, mais ça, je pense que vous le savez, en fait, en France, hein, donc depuis décembre 2018, on a suivi l'Allemagne qui, elle, a mis en place une loi contre la manipulation de l'information en janvier. Donc, en décembre, donc mise en place, en fait, un dispositif de contrôle. Alors, on va rapidement, je vais essayer de faire vite. Donc, particulièrement pendant les périodes de campagne électorale, hein, où il y a un risque de manipulation de l'opinion. Donc, on va en fait déléguer en fait à un juge des référés le pouvoir donc, de qualifier de fake news certains contenus. Pour être qualifié de fake news et de fausses nouvelles, il faut 3 critères en fait: avoir un caractère inexact ou trompeur avéré, être diffusé de manière massive, et troisième critère, être susceptible d'altérer la sincérité du scrutin, si vous voulez. Hein. Donc ça, c'est dans le cadre donc, de la loi contre la manipulation de l'information, mais en même temps aujourd'hui, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se chargeait de réguler les contenus des médias audiovisuels, aujourd'hui a en charge la surveillance des plateformes du web et entre autres la surveillance dont ces plateformes prennent des mesures pour essayer de limiter la diffusion des fausses informations et la diffusion aussi de la haine en ligne d'ailleurs. Hein. Alors, sphère civile, on a évoqué bien sûr le rôle de la fondation, en l'occurrence concernant l'exposition, hein, le rôle moteur dans l'exposition fake news, art, fiction, mensonge. Donc c'est vrai que les fondations ont un rôle important à jouer pour éduquer le grand public en proposant donc un certain nombre de ressources et d'expositions. Et enfin, donc bien sûr, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, l'éducation aux médias et à l'information, l'éducation à l'action culturelle, hein, qui permettent bien évidemment de former d'ailleurs tous les publics, pas seulement les publics scolaires. Hein. C'est vrai que le Clémy a en charge l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif, mais au-delà de tout ce que fait le Clémy, hein, regardez aussi la proposition des États généraux du numérique, hein, la proposition 12, et importance donc essentielle de développer la dimension citoyenneté numérique, hein, être capable de se repérer, s'y retrouver, de contrôler la propagation de la haine aussi en ligne. Hein. Porté donc bien sûr par le Clémy, par Canopé, mais porté aussi par d'autres acteurs hein, de l'EMI, les mouvements d'éducation populaire, les associations, les médiathèques, etc.
Donc voilà, vous voyez que le panorama, des solutions, qui existent, nécessite évidemment un temps long, une éducation, hein, qui s'acquiert, sur, de nombreuses années, et en particulier dans le cadre de la scolarité obligatoire. Voilà, et la dernière, diapo, Ouais, rappelle, peut-être voilà, un rappel rapide évidemment, c'est que, bah, on attend toujours de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir l'exposition, a priori mi-mai ou fin mai, selon les dernières, actualités. On vous prépare vraiment une visite guidée, suivie d'un débat, à faire en classe, donc vraiment spécialement dédié, au public scolaire. Et les inscriptions, les réservations, donc il y a le lien, dans le dossier pédagogique qui n'est pas encore, accessible, mais qui le sera bientôt. Notre prestataire, y travaille. Voilà, donc bientôt ouverture de la plateforme des réservations pour les scolaires et bien sûr, donc le dossier pédagogique pour préparer, voilà, pour préparer la visite de l'exposition, si vous avez l'opportunité de venir à Paris, ou sinon donc voilà, il y a des ressources en ligne et puis il y aura aussi, j'espère bientôt cette visite itinérante, cette exposition itinérante, voilà. donc le dossier 14 fiches pédagogiques, 40 pages avec les annexes, hein, donc beaucoup de contenu. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Karen Prévost-Sorbe, qui va rendre compte peut-être des questions qui ont pu être posées sur le chat. Alors, aucune, question, supplémentaire. Toutes les questions, qui arrivaient, Juliette vient d'y répondre justement sur l'exposition, donc c'est parfait. Non, non, aucune question, vous avez répondu à toutes les questions au fur et à mesure et moi j'ai pu répondre à quelques questions, dans le chat directement. Non, non, c'est parfait. Pas de L'exposition questions. sera visible Que a des priori remerciements. jusqu'au 30 janvier. Voilà, l'expo normalement, c'est jusqu'au 30 janvier 2022. Voilà. Parfait. Eh Voilà. bien, il nous reste à vous remercier pour votre attention et puis au plaisir d'échanger avec vous, dans les académies et puis, on espère, aller voir l'expo à Paris, à un moment Ouais, donné. Voilà. nous aussi, on espère. À très bientôt, merci. Au revoir à tous.